et se trame du côté du Soudan. Nous, on ne va pas également disséquer ce Soudan. Ce serait faire allégeance notamment à ce complot international. Il s'agit du Soudan dans son entièreté, dans sa globalité. Mais comment faire donc, président Banakani, pour gérer ces pôles de tension qui ne cessent de se multiplier? Non, je pense que la globalisation du conflit, c'est une évidence. La globalisation de la guerre, c'est une évidence. C'est la contrepartie, entre guillemets, de l'intégration très intense et avancée des économies. Ce qui fait qu'il n'y a plus de conflit local. Tous les conflits locaux sont des conflits globaux et vice-versa. Donc, c'est même pas quelque chose de nouveau. Ben, le lien entre le conflit ukrainien en Ukraine et ce qui se passe en Israël, dans le Proche-Orient, est évident. Le lien est là. Il ne fallait pas rêver au-delà des positions internes, des questions internes à Israël. Parfait, tout à l'heure l'a évoqué. Les querelles politiques internes à Israël, opposant la droite, etc., et entre guillemets la gauche israélienne, l'extrême droite à la droite, le problème personnel de Netanyahou, tout ça, etc., et ces bagarres internes. Nous sommes là dans un choc tectonique géopolitique inévitable, à savoir que, évidemment, le conflit ukrainien allait rebondir en Israël, etc., parce que le conflit ukrainien, il ne faut pas l'oublier, il y a un soubassement de la question juive qui est toujours au cœur du conflit ukrainien. On parle de l'Ukraine. Il y a toujours un soubassement de la question juive. De la question juive. Et le Netanyahou et consort, il y a une lame de fond en Israël qui dit que bon, il faut anticiper sur les évolutions géopolitiques au Proche-Orient en trouvant un nouvel endroit où on peut, n'est-ce pas, où les Juifs peuvent se déporter. Hein? Cet endroit-là, c'est au cœur de l'Ukraine. Au cœur de l'Ukraine, etc., qui serait le cœur historique d'un vieil empire historique juif, n'est-ce pas, qu'on appelait les Khazars, qui sont au cœur de ce vieil empire-là et qu'il faudrait commencer à réfléchir pour anticiper sur la fin de la primauté géopolitique de l'extrême-orient sur le monde de la géopolitique internationale. Il faut anticiper en déplaçant le centre de gravité de la question juive, de la question du Moyen-Orient, d'une espèce d'expansion, n'est-ce pas, du Moyen-Orient à l'est, à l'extrême est à l'extrême est, c'est-à-dire plus loin même que l'Ukraine, vous avez la Crimée, etc., qui est considéré comme le berceau historique des Khazars. Jusqu'à Russie, en fait, c'est ça qu'il s'agit. Oui. Donc il y a ça, il y a toutes ces choses-là qui expliquent vraiment ces différentes factions, l'état profond qui manipule tout ça puisse, n'est-ce pas, essayer de rebondir sur, essayer de passer à une vieille tactique militaire qui consiste à faire que quand tu es en train de perdre dans un front, créer un autre front pour faire diversion. Ça, c'est connu. C'est une vieille tactique militaire. Ou bien, il faut réactiver un front, n'est-ce pas, pour essayer de faire diversion, etc. Moi, ça me permet de me prononcer sur ce qui se passe en Palestine, actuellement. Quand parfois à parler de ça. Aujourd'hui, vraiment, l'Occident ne dort plus. Non seulement la panique, mais c'est des condamnations fermes, etc. Le Hamas, oui, le Hamas, il faut dire que ce sont des méthodes, c'est-à-dire ils dénoncent les Occidentaux, mais double standard. C'était Israël qui... Double standard. Il se passe un jour, ça qu'on ne tue au moins 5 ou 10 Palestiniens. Aucun. Il se passe un jour, sans qu'Israël ne tue au moins 10 Palestiniens. C'est tellement devenu banal que personne n'en parle. Tout à fait. C'est tellement devenu banal que personne n'en parle, Fabrice. Tous les jours. Voilà un peuple dont le territoire est occupé. Et tout le monde connaît comment cette occupation a été planifiée. Et par quelles conditions ça a été imposé. En massacrant les Palestiniens. Au traité de Balfour. Parfait, tu connais cette histoire, non?
Angleterre. Les mêmes gens. Et depuis ce jour, les Palestiniens se battent pour leur indépendance. Et il y a 300 000 résolutions à l'ONU. Israël cache dessus matin, midi, soir. Le monde entier ne connaît pas ça. Il dit il y a au moins 300 000 résolutions des Nations Unies. Le monde entier, en commençant par les Américains, dit qu'il n'y a pas de résolution, ça n'existe pas. Parce que les Palestiniens sont des cafards. Les accords d'Oslo qu'ils avaient terminés, le mauvais accord, le Fatah a dit je prends quand même. Il y a ça à Arafat. Ils ont tué les accords d'Oslo. Je dis qu'il y a 300 000 résolutions à l'ONU concernant qui condamnent Israël. On a déjà arrêté qu'il faut 2 États. Tout ça, c'est arrêté. Ça n'existe pas. J'ai déjà dit dans le monde que la question géopolitique majeure du monde, c'est l'exception d'Israël. L'exception qu'on appelle Israël, tant qu'on ne parle pas de ça, vous ne pouvez pas faire la géopolitique. L'exception qu'on appelle Israël, tant que l'humanité n'affronte pas ça, vous ne pouvez pas. Tout ce qu'on a quoi sont des histoires. On est là au cœur de la géopolitique mondiale. L'exception. Israël est le seul État au monde qui chie sur les résolutions de l'ONU. Les viole, les piétine. Tout le monde se tait. Allez donc savoir pourquoi. Moi, c'est une sociologie que moi je ne comprends pas. C'est Washington. Non, on dit que c'est le peuple élu. Que c'est Dieu les a choisis, oui. Dieu les a choisis sur terre. D'abord, l'horloge divine passe par Israël. Commence par Israël, finit par Israël. Je ne sais pas en train de blaguer. Non, c'est vrai. Tous les interprètes. Mais c'est le peuple, c'est pas le peuple élu, parfait. C'est le peuple élu, là. Dis-moi pourquoi dans le monde, la géopolitique mondiale commence et finit sur la question d'Israël. En France, Mélenchon a essayé de faire un discours pour dire que, vraiment, moi, en tant qu'homme de gauche qui continue certaines traditions, vraiment, je pense qu'il faut condamner le Hamas en même temps en condamnant l'occupation d'Israël. C'est pas possible. Tout le monde est tombé sur lui. On allait le tuer. Que les méthodes du Hamas sont vraiment inacceptables. C'est-à-dire que ce sont les méthodes les plus diaboliques de la terre. Et les méthodes d'Israël sont les plus divines de la terre. Coloniser jour et nuit les territoires reconnus par les accords d'Oslo comme étant provisoirement les territoires palestiniens, avec l'autorité palestinienne reconnue. Ils ont tué l'autorité là d'abord. Ils entrent dedans, ils prennent les espaces. Tout à l'heure, tu as bien défini ça. Que bon, je prends Nobel, je prends TSF, je prends Commando, je prends ceci, mais c'est ton territoire, c'est ton territoire. En fait, tu n'as pas le territoire. Tous les jours, ils colonisent. On a créé l'autorité palestinienne sur Yasser Arafat. Dès qu'ils ont fini avec Yasser Arafat, Mahmoud Abbas a pris l'affaire. Ils se sont arrangés à tout faire pour discréditer. C'est-à-dire, il n'est rien, un chiffon. Son autorité. D'ailleurs, la question est celle-ci. Il va le dire qu'en me discréditant, vous allez renforcer le Hamas. Mais pourquoi tu viens? Mais tu as pris dans mes yeux comment? C'est ça qu'il s'agit. On discrédite le Fatah, justement pour favoriser le Hamas. Et après, on vient dénoncer l'extrémisme du Hamas qui justifie l'extrémisme d'Israël. C'est ça, tu as tout compris. C'est cela qu'il s'agit. Un cercle infernal organisé. C'est ça. Le diable en personne. C'est ça. Et on fait semblant d'oublier que l'Irgun qui a été au cœur de la fondation d'Israël, l'Irgun, c'était quoi? C'était une organisation terroriste. On appelait ça organisation pour l'indépendance d'Israël. C'était le noyau de l'État d'Israël. Par quoi ici s'est manifesté? C'était pas les attentats. Mais à l'époque, on disait que la propagande disait que non, comment? C'est la signature de Dieu pour la création de la nation que Dieu, de la seule nation que Dieu a créée sur la terre, Israël. Donc maintenant, nous devons tous fermer les yeux sur les Palestiniens. Ils sont des cafards. Quand ils meurent, Dieu est content. Et on a liquidé le Front de libération de la Palestine de Georges Abbas, qui était un mouvement laïque, non, il n'est pas ça. Pour pousser la direction vers le mouvement intégriste. Maintenant, la guerre entre les deux contradictions sont là. Mais tous les régimes laïcs du Moyen-Orient, c'est incroyable. Qu'est-ce qui leur est arrivé? L'Irak, c'était un régime bassiste. Oui. Tous les régimes laïcs, les régimes bassistes, ont été liquidés pour favoriser les régimes islamiques, pour lui justifier le terrorisme. Voilà. Donc, tout ça est connu. Donc aujourd'hui, il ne faut pas parler, il ne faut pas défendre les Palestiniens. Il ne faut pas les défendre, parce que quand tu les défends, tu es fiché. Défendre la Palestine, c'est être ennemi d'Israël. Il n'y a pas de frontière. Dès que tu défends la Palestine, tu es ennemi d'Israël. Et du monde libre.
Bien sûr, évidemment. Ça marche de pair. Oui. Ça marche de pair. C'est terrible. L'Israël est le seul pays au monde qui doit être indépendant. C'est le seul pays du monde dont l'indépendance et la sécurité est une cause mondiale. Et sur laquelle il doit avoir une unanimité que personne ne doit contester. Le seul pays au monde où le gouvernement peut s'enticher avec le gouvernement d'extrême droite sans que ça ne pose problème. Mais ailleurs, on crie, oh, Marine Le Pen est d'extrême droite. On peut tout faire sauf avec elle. Mais en Israël, Netanyahu peut aller chercher les extrémistes de l'extrême droite. Ça ne pose de problème à personne. Non, je veux dire ça autrement. C'est incroyable. Il nous reste 4 minutes. Je veux dire ça autrement. Il nous reste 4 minutes pour refaire. Là-bas, la laïcité de l'État se confond avec la religion d'État. C'est vrai. Là-bas, c'est-à-dire que le principe de la laïcité qui fait la force de l'Occident, avec lequel il ne peut pas dormir. Que nous avons inventé la laïcité. En Israël, ça va de pair. Il y a un mariage entre le religieux, l'État et la laïcité. Les barbus israéliens, les barbus là, qui ont lu la Bible, l'Ancien Testament, 3000 ans, et les barbus rasent le sol là, la Torah là. C'est eux qui font les symboles en Israël. Quand tu peux pas gagner, quand c'est grave, ils décident de jouer politique en Israël. À un moment, on dit que non, c'est une démocratie. C'est une démocratie. La seule démocratie du monde. Non, c'est une démocratie. C'est une théocratie qui est démocratique, qui est laïque. Mais quand ce sont les Iraniens, ce sont des barbus, les mollahs. Les mollahs sont une catastrophe pour la liberté. Le mollah, c'est des mollahs, le régime des mollahs, le régime chiite. Et tout ce qu'il y a d'alfred dans le monde. 2 poids 10 mesures. 2 poids 10 mesures. D'abord, certains commentateurs demandent s'il ne faut pas bombarder l'Iran là rapidement. Mais c'est clair, non? Mais ils ont commencé pour faire la digression. Parce que la défaite en Ukraine doit être masquée. Parce qu'il faut bien comprendre cette affaire. Parce que moi, ils vont insister. Ils ont bien expliqué la globalisation des conflits. Ils ne peuvent pas. L'Ukraine, la défaite est déjà actée. Il faut masquer ça parce que il faudra s'assurer le soutien des opinions qu'on a bourré de mensonges. On a abruti et qui voit très bien qu'on nous a menti. Quoi de nécessaire rapidement pour créer notre conflit rapidement et fermer la défaite de l'Ukraine. C'est établi. À l'heure actuelle, la Pologne est déjà en train de revendiquer sa part d'Ukraine et a déployé ses troupes, les forces armées polonaises à sa dite frontière qui va jusqu'en Ukraine. Tu avais dit ça au début de cette affaire. Mais comment c'est clair, non? Comment? C'est une histoire que nous connaissons un peu. Quand vous posez la question de savoir l'OTAN qui dépêche les centaines de mercenaires ukrainiens en Afrique. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je veux dire ceci rapidement pour terminer par là. Vous blaguez avec la question aussi. Ce n'est pas un jeu. Vous savez pourquoi? À partir du moment où les gens sont en train de perdre ce qu'ils appellent leur berceau national, ils viennent quoi dans le monde? Ils sont prêts à tout. Je vous dis que naturellement là, le débat a commencé sur le partage de l'Ukraine. Ne devez pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, on va. C'est-à-dire que les Américains sont... Il n'y a pas de débat. Le seul débat pour les Américains, c'est que toutes les plantations, tous les avoirs américains, les conquêtes de l'oligarchie américaine, c'est que bon, Poutine, est-ce que tu peux nous garantir ça? On te laisse ce que tu veux. C'est tout. C'est pour ça que Trump dit que... Le débat, il est là. Hein? Et les Polonais réclament leur part. Que historiquement, ça a toujours été ça. La guerre entre Zelensky et les Polonais, vous voyez que c'est quoi? On veut étouffer ça, mais c'est profond. C'est de cela qu'il s'agit. Vous imaginez les Ukrainiens en train de perdre leur patrie. Ils deviendront quoi? Pourquoi on fait perdre leur patrie à l'Ukraine? Tout ça s'est organisé. Les Américains ont organisé tout ça très bien. Fait perdre le pays en mettant à la tête du pays un con qui joue au piano avec son sexe. Quand il filme pour le chanvre indien. C'est-à-dire un individu pas possible. Zelensky, qui joue le rôle à merveille. C'est-à-dire que fait que les Ukrainiens perdent leur patrie. Or, c'est un État composite. Il est russophone, il a les Polonais ici, il a les Hongrois là-bas. C'est compliqué cette affaire. Il y a même des Suisses. Bien sûr, non, bien sûr. Ukrainiens. C'est le seul peuple qui est partout à la fois, non? Ils sont partout à la fois. C'est-à-dire que, posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que, quand vous lisez l'histoire de l'Ukraine, il y a une faction historique en Ukraine qu'on appelle la faction nazie. Oui. Qui est au cœur de l'identité de ce pays. Cette faction nazie a, c'est-à-dire que, a liquidé, entre guillemets, près de 2 millions de juifs ukrainiens. 2 millions de juifs qu'ils ont exterminés. Roulant pour Hitler. Et leur leader s'appelle Stepan Bandera. Sans oublier les Polonais. Ce monsieur est célébré en Ukraine.
Et généralement, là, il y a les prisons qui sont passées devant vous là. On a célébré quelqu'un proche de lui au Canada, au Parlement canadien. Après, on a dit que non, c'est une erreur. On dit que c'est une erreur. Mais le Premier ministre s'est excusé. Il y a un concubinage incestueux depuis très longtemps entre l'État ukrainien et ces réseaux-là, qui sont l'armée paramilitaire de l'Ukraine. C'est ça la brigade Azov en pratique pour tout la détruite. Azov. Pourquoi je vous dis ça? Pour refermer, président, je vous en prie. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous regardez les évolutions géopolitiques dans le monde, parfait. Il faut Fabrice, parfait. Quand vous allez ça très bien, l'avènement des BRICS, avec les orientations que des pays comme l'Arabie Saoudite sont en train de prendre dans la géopolitique mondiale, je dis bien les réorientations, c'est un séisme, de retournement des pays comme l'Arabie Saoudite qui est dans une dynamique de reprendre langue avec l'Iran, son ennemi historique. Et qui n'a pas condamné le Hamas. Qui ne condamne pas le Hamas, ces orientations. Ça aurait un impact dans la stratégie terroriste occidentale en Afrique. Parce que longtemps, l'étendard qu'on a bandit, c'est le marché islamique, djihadiste. Or, historiquement, nous savons que dans la question géopolitique, l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour ne que les citer, ont été longtemps les sous-traitants de la question terroriste en la recouvrant du masque de l'islamisme. Le wahhabisme. Qui servait de couverture aux forces spéciales occidentales. Et si l'enjeu est maintenant de les remplacer par les Ukrainiens, ah oui, qui en plus auront la rage d'avoir perdu leur pays. La rage. Écoutez, ce que vous dites est très sérieux. Qui auront en plus la rage d'avoir perdu leur pays. Et seront prêts, ils n'auront même pas le choix. Ils n'ont pour seule alternative désormais que d'être des mercenaires à la solde de l'Occident pour aller faire rage partout. Historiquement, des pareils groupes ont toujours été des gens, des mercenaires extrêmement violents et dangereux. Extrêmement violents. L'Ukraine en veut aux Africains, vous le savez très bien. Ils en veulent aux États et ils nous en veulent. Parce qu'ils disaient que nous sommes des pro-russes. Et il faut nous le faire payer. Aujourd'hui, avec les reconfigurations géopolitiques qui font que les alliés naturels de l'Occident dans le terrorisme, qui étaient hier l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils l'ont dit en public, c'est pas une injure qu'on fait, ils l'ont reconnu publiquement, le Qatar, et qui étaient des fournisseurs du matériau, n'est-ce pas, qui servaient d'ingrédients au terrorisme. Mais à partir du moment où ces gens-là sont en train de se retourner géopolitiquement et de converger vers les BRICS, de revoir leur dynamique géopolitique, de revoir leur orientation économique, qui ont justifié leur alliance avec l'Occident, mais il est normal que les Américains dans la guerre, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est-à-dire que le matériau militaire prêt à porter pour les Américains à l'heure actuelle, ce sont les mercenaires ukrainiens. Ce sont les mercenaires ukrainiens. Et à l'heure actuelle, c'est-à-dire les groupes, les nationalistes ukrainiens, comment on les appelle là, c'est-à-dire qu'ils seront prêts à tout. Ont-ils le choix? Ils sont en train de perdre leur pays. Oui. Et c'est une vieille réserve. Les Américains, les Occidentaux, Français, Américains réunis ont longtemps entraîné ces gens en Ukraine. Ils avaient même des garnisons publiques où les volontaires français, les volontaires militaires français, anglais, canadiens, venaient les former. En plein jour, hein, depuis très longtemps, hein, des garnisons. Tout ça, vous croyez que tout matériel est parti où? Mais il faudrait leur trouver du travail. Bien sûr. Donc ce qui arrive là, il faut prendre ça très au sérieux. D'accord. Et que les stratégies de géomilitaires qui sont en cours sur le continent, et que les trois pays là sont tentés de mettre en œuvre au plan global avec la Russie, doivent intégrer cette question, qui est une question très sensible et qui va déterminer désormais le combat terroriste. J'ai juste envie de te poser une question, Président. Quel est ton avis sur des grandes questions, comme on a dit, c'est-à-dire que les imbrications d'intérêts ou sur des conflits qui se sont internationalisés, est-ce que la Russie et la Chine ne vont pas être aujourd'hui des partenaires à l'intérieur, à régler des conflits à l'intérieur de l'Afrique qui dépendent des intérêts de l'Afrique? Comment tu... Non, il répond 2 minutes. C'est ce qu'on appelle la guerre globale. La guerre globale, c'est-à-dire que il y a une répartition de rôle dans cette affaire. La Chine est dans une dynamique plutôt géoéconomique. Elle insiste trop sur la géoéconomie avec le point vital de sa stratégie, c'est de récupérer Taïwan et ces territoires-là. La Russie, effectivement, aujourd'hui, est une puissance militaire. C'est-à-dire sur le plan militaire, c'est la Russie qui est engagée, qui a compris et qui assume les enjeux internationaux sur le plan global. Donc, ça va dépendre des intérêts de comment est-ce que la Chine envisage cet intérêt. Mais aujourd'hui, avec
la guerre qui l'oppose aux États-Unis et qui fait d'elle un allié naturel de la Russie. Ça fait que les deux vont être obligés de coopérer dans cette dynamique-là pour gérer le conflit. D'ailleurs, c'est pour ça que la Chine a été au cœur du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est la Chine qui a été au cœur de ça, incroyable. Qui a été au cœur de ça. Vous voyez comment, clair, et même dans le cas de le peuple, je pense, c'est un peu complexe, mais on peut comprendre ça. Au niveau de le peuple, la Russie, c'est pas le militarisme, elle utilise l'arme du pétrole pour gérer, n'est-ce pas, pour faire de la guerre économique. Mais même les BRICS auront aussi des contradictions. Non, il y en a. Parce que entre l'Inde et le bloc musulman, il y en a, mais sauf qu'au niveau des BRICS, la rivalité entre l'Inde et la Chine. Bon, on reviendra. Il y a des rivalités partout, même au sein de l'OTAN, il y a des rivalités. Les modalités de formation des BRICS sont tellement souples que ces contradictions sont gérables. D'accord. Merci. Ce ne sont pas des blocs sur le modèle que l'Occident a imposé. Hermétique. Voilà, ce sont des alliances qui se font de manière très rationnelle. J'ai les matières premières, on met ça ensemble, j'ai ces on met ça ensemble et tout ça. Une pareille organisation est plus souple, n'est-ce pas, que le vieux bloc, n'est-ce pas, que les Occidentaux ont eu à imposer. Mais il revient à l'Afrique d'organiser dans tout ça, de tirer elle-même à la fin sa stratégie pour s'en sortir. Une démarche globale. Merci. L'unité. C'est ce que nous appelons par l'africanisme. Merci à vous, patient Parfendom Bertrand Tatinda, Dr Basilikine, président Badakani. On rappelle que